Le sénile vieux Grigou Alassane Ouattara, 82 ans, a décidé de répondre aux accusations portées contre lui par son petit-fils, le capitaine Ibrahim Traoré, 36 ans. Alassane Ouattara est un octogénaire déshonoré. Non content de traîner sa carcasse dans la sous-région aux côtés de dirigeants qui pourraient être ses petits-enfants, il s'entête à vouloir se chamailler avec eux. Englué dans toutes sortes de manœuvres de déstabilisation, puisque c'est sa marque de fabrique, il tente de se disculper, mais sans grande conviction, car évidemment, les preuves sont irréfutables. Nous sommes tous des témoins vivants et les événements se déroulent sous nos yeux. Nous ne sommes pas dupes. Qui ignore encore que le tyran Ouattara nourrit l'intention de faire assassiner le capitaine Ibrahim Traoré. En effet, c'est lors d'un rassemblement prochain de son parti, prévu le 30 septembre 2024, qu'il compte hurler sa diatribe, lui qui ne semble guère se soucier du cancer de la gorge qui le dévore. Je me demande si sa maladie oncologique n'est pas due à son abus du vin de Bordeaux. Bref, ce vieil intrigant veut faire croire que celui qui a l'âge de son petit-fils, le capitaine Ibrahim Traoré, ment sur lui, comme on dit à Abidjan, et qu'en réalité ce serait le Burkina Faso qui fomenterait un complot contre lui. Quelle indignité! Des pays ont été cités, notamment... Pas Daouda, Barry. Barry. Alors, des pays ont été cités, notamment notre cher pays, la Côte d'Ivoire. Pour l'instant, Abidjan n'a pas encore réagi. Mais j'aimerais avoir votre regard. Quand nous écoutons la presse burkinabé, on a donc les noms des références des personnalités citées, on a des réunions qui ont été déjouées, une autre annoncée qui aurait lieu le 27 septembre à Abuja au Nigeria. Enfin, Barry, est-ce qu'on pourrait avoir votre regard sur toute cette situation? Je pense que le ministre de la Sécurité burkinabé, le colonel Sana, a cette fois donné des détails. Oui. Parce que le président de la transition, le capitaine Traoré, nous avait habitués à faire un narratif sur des accusations sans toutefois donner des détails. Là, le ministre de la Sécurité l'a allé avec on a des éléments de preuve, selon vous. Voilà, pas de preuves. Mais des éléments. Ce sont des détails. Très bien. Vous avez évoqué un certain nombre de personnalités, mais quand j'analyse un peu la situation, je me dis que c'est possible, hein, ce que le ministre dit. Ça peut être vrai. Ça peut être vrai parce que c'est pas la première fois qu'en Afrique, un groupe de militaires prend le pouvoir et après il y a des règlements de compte entre eux. Très bien. C'est pas nouveau. Essayons d'établir quand même un petit distinguo ou un point sur les pays cités. Des citoyens d'une nationalité quelconque sont dans un autre pays. Ils font peut-être des réunions pour déstabiliser le leur. Est-ce que cela implique la nation dans laquelle ils sont? Non, justement, c'est là où j'allais en venir. C'est des problèmes qui peuvent engager des citoyens burkinabés qui vivent dans des pays. Je pense que la Côte d'Ivoire, il y a un citoyen malien qui était là, qui a quand même fait une déclaration. Il avait été expulsé. Tout à fait. Voilà. Et au temps du RSP, lorsqu'ils ont fait le coup d'État en 2016, il y avait deux éléments du RSP qui étaient à Abidjan, l'adjudant Moussa Nebié et un autre dont le régiment de sécurité présidentielle. Les autorités ivoiriennes les avaient mis aux arrêts et la coopération avait fait qu'ils avaient été expulsés au Burkina. Donc que ce soit les autorités ivoiriennes, que ce soit les autorités ghanéennes ou nigérianes, je ne pense pas que les autorités soient impliquées. Mais il est possible que des militaires, des citoyens burkinabés vivant en exil, et surtout les militaires qui sont cités, il faut bien spécifier que ce sont des hommes avec lesquels le capitaine Traoré a déjà travaillé. Tout à fait. Voilà. Quand vous prenez l'ex-commandant des forces spéciales, le commandant Kinda, en janvier 2022, c'était l'une des têtes pensantes du putsch aux côtés du capitaine Ibrahim Traoré. Quand vous prenez le commandant Joanny Compaoré, qui l'a nommé à la tête des services de renseignement, c'est le capitaine Ibrahim Traoré. Mais qui est aujourd'hui accusé. Hein? Voilà. Quand vous prenez le colonel Yves Didier Bamouni, il était commandant des théâtres des opérations au temps du président Damiba et le président Damiba lui-même. Et si vous voyez bien, le Togo n'est pas cité nommément. Tout à fait. Pourtant, le président Damiba, il est au Togo. Vous voyez, il y a un problème. Mais pourquoi cette différence? Pourquoi est-ce que pour la Côte d'Ivoire, on aussi sans donner de preuves? Pour moi, le capitaine Traoré utilise bien la maxime de Carl Schmitt. Les autorités politiques d'une nation ont besoin d'ennemis pour souder la nation. Et vous pensez que... Et ces ennemis-là, quand vous suivez le narratif du président Traoré, depuis qu'il est là, il y a la France, la Côte d'Ivoire, la CEDEAO.
Avant, le nom du Sénégal sortait. Mais si vous remarquez, depuis que le président Macky Sall n'est plus là, on évoque rarement le Sénégal. Donc il y a la construction de l'ennemi. Il y a un ennemi qui guette mon régime et ça lui permet, au niveau de l'opinion publique, de fédérer le plus de personnes autour de ces accusations-là. Mais, comme je l'ai dit, cette fois-ci, il y a une nouveauté, c'est que le Niger, le commandant Kinda, il a été arrêté au Niger. Mais le Niger n'est pas cité, justement. Voilà, il ne cite pas le Niger. C'est son allié. Parce que c'est son allié de l'AES. Si le Niger abrite des personnalités, pourtant, ceux qui ont été arrêtés sont arrêtés au Niger. On n'accuse pas les autorités nigériennes. Mais peut-être qu'on accuse celles du Ghana, du Nigeria et de la Côte d'Ivoire parce que c'est la colonne vertébrale de la CEDEAO. Mais en même temps, il faut préciser que les autorités nigériennes ont été citées dans le travail de concertation qui a eu lieu. Tout à fait, mais Christelle, est-ce que vous savez que le gouvernement ivoirien a arrêté un individu qui utilisait un sobriquet qu'on appelle Gauthier Pasquet, pour ceux qui sont un peu sur X. Les autorités ivoiriennes l'ont arrêté en septembre passé. Il est toujours en prison. Et il est en prison. Et les autorités ivoiriennes, selon les notes de presse de Jeune Afrique, de RFI à l'époque, ont transmis un certain nombre de dossiers aux autorités du Burkina Faso. Donc il y a une coopération. Moi je pense que le problème en réalité, c'est parce que la diplomatie a été mise de côté qu'il y a cette tension-là. Je pense que si la diplomatie, si les autorités burkinabées mettent en avant la diplomatie, comme le font les autorités ivoiriennes, je pense que c'est des points qu'on peut régler autour d'une table de négociation sans tambour ni trompette. Si les autorités burkinabées ont des preuves d'un complot, ils seraient monter la tête des États. Je pense qu'avec les preuves, la Côte d'Ivoire va mettre aux arrêts tous ceux qui sont concernés et les extrader. Feu le président Félix Houphouët-Boigny ne se serait jamais abaissé à cela. Il était perspicace et sage, des qualités qui manquent cruellement aux despotes ivoiriens. À moins qu'en lisant cet article, car ils sont mes plus fervents lecteurs anonymes, quelques conseillers avisés ne le dissuadent de choir dans la fange afin de préserver les derniers fragments de respect qui lui restent. Quant à moi, je suggère aux dirigeants burkinabés que face à la tentative de la tactique de l'inversion accusatoire, il faut qu'ils recourent à la mobilisation du peuple du Faso. Il faut que dès maintenant, les acteurs de la société civile montent au créneau pour dénoncer la manipulation d'Alassane Ouattara. Il ne faut pas attendre, ne lui laisser aucun répit. En parallèle, les dirigeants burkinabés devraient renforcer la communication publique en diffusant massivement les preuves des accusations pour informer clairement le peuple et l'opinion internationale. La transparence sera une arme cruciale pour contrer toute désinformation. De plus, cette mobilisation doit être inclusive, touchant à la fois les organisations de la société civile, les leaders d'opinion et les citoyens, afin de démontrer une unité nationale inébranlable face à cette attaque sournoise. Affaire à suivre. Si vous acceptez le sacrifice, tenez-vous sur vos pieds et répondez avec moi, gardez-vous! Écoutez-moi, dans 50 ans, on sera en 2074. Et en 2074, la plupart des jeunes dans cette salle auront entre 70 et 80 ans minimum. Je vais vous dire ce qui se passe entre 70 et 80 ans. À 70-80 ans, on a beaucoup de temps à revendre. On n'a plus beaucoup de choses à faire de janvier à décembre. À 70-80 ans, on réunit les petits-enfants. On les fait asseoir pour raconter sa jeunesse d'antan. Et c'est là qu'on parle de ses exploits. On parle de ses réalisations. C'est là qu'on parle de ses combats et de ses victoires engrangées. C'est là qu'on dit, à notre époque, l'époque du capitaine Traoré, les impérialistes ont voulu essayer
Les impérialistes ont voulu essayer, mais nous les avons empêchés. C'est là qu'on sort les cicatrices. On montre les preuves du combat. C'est là qu'on devient un héros karatéka devant un public d'enfants. Parce qu'à 70, 80 ans, on a du temps à revendre. On devient un ancien combattant qui compte les mythes et les légendes. Mais à 70, 80 ans, on regrette ce qu'on a raté. On se rend compte qu'on s'est fait avoir par la plus grosse arnaque du temps. La plus grosse arnaque du siècle, ce n'est pas de dévaliser un pays, mais de faire croire à un jeune qu'il a du temps devant lui. Un jeune n'a pas de temps. Le temps, c'est pour les anciens. C'est à 70, 80 ans qu'on a du temps à revendre. Parce qu'on a peu de choses à faire de janvier à décembre. Alors j'entends dire, profite de ta jeunesse parce qu'on ne vit qu'une seule fois. Mensonge et arnaque. On ne meurt qu'une seule fois. On vit tous les jours. Je les entends dire, ne te mets pas de pression. Tu as du temps pour t'en sortir. Mensonge et arnaque. C'est comme ça qu'ils ont voulu combattre la jeunesse africaine. Les feuilletons à la con, la cigarette et la drogue, le sexe et l'alcool, les réseaux sociaux et leur prostitution, les jeux et l'abrutissement des mentalités n'ont qu'une seule raison et un seul objectif, vous faire perdre du temps, un temps que vous n'avez même pas. Parce qu'ils savent que l'Afrique est jeune et qu'un jeune est invincible. Mettez un jeune sous la pluie, dans la neige, il réussira quand même si vraiment il le décide. Malgré le virus qu'on a téléguidé en Afrique, les jeunes l'ont avalé et digéré. Et finalement, ce sont leurs propres vieillards qu'ils ont enterrés par milliers. Alors croyez-moi, le plus grand regret de l'Occident, c'est d'avoir une population vieille. Alors oui, ils savent que l'Afrique est invincible à cause de sa jeunesse. Tant que cette jeunesse reste éveillée et prend ses responsabilités. Donc, si on ne peut pas vous vaincre, il faut coûte que coûte vous faire perdre du temps. Du temps que vous n'avez même pas. D'ailleurs, dis-moi un peu, comment tu fais pour avoir du temps pendant qu'on appelle ton pays pays pauvre? Comment tu fais pour avoir du temps pendant que ton sous-sol est exploité? Pendant que l'Afrique est assistée presque à tous les niveaux? Comment tu fais pour avoir du temps en pleine reconquête de la souveraineté alimentaire? Pendant que les champs chôment au village par manque de bras valides? Comment tu fais pour avoir du temps en pleine lutte contre le terrorisme, pendant que même les anciens s'enrôlent pour être défenseurs de la patrie? Comment tu fais pour avoir du temps si les gens travaillent le jour et la nuit deviennent des veilleurs qu'on appelle Waïya? Comment tu fais pour avoir du temps? Comment tu fais pour avoir du temps en pleine refondation pendant que tu as made in China sur ton t-shirt et ton caleçon? C'est vrai que la jeunesse africaine a longtemps souffert, mais elle n'a pas souffert de pauvreté comme on veut nous le faire croire. Le sous-sol africain est bien trop riche pour ça. La jeunesse n'a pas souffert d'analphabétisme comme on veut nous le faire croire. L'éducation africaine est bien trop bonne pour ça. La jeunesse africaine a plutôt souffert de manque de repères et de dirigeants dignes. Jusqu'aujourd'hui, où cette jeunesse peut enfin se référer à vous, camarade président capitaine Ibrahim Traoré.
Dès lors, tout a changé. Parce que tout est devenu urgent. Parce que tout est allé vite. Et parce que l'Afrique est fière. C'est pourquoi, si vous êtes le capitaine, d'ores et déjà, sachez que tous les jeunes dans cette salle, en tenue ou pas, sont désormais des soldats engagés au front pour la souveraineté de l'Afrique. Alors, est-ce que vous m'entendez, soldats? Est-ce que vous m'entendez, soldats? Si vous acceptez le sacrifice, tenez-vous sur vos pieds et répondez avec moi, gardez-vous! Écoutez-moi jusqu'à la fin. Dans 50 ans, on sera en 2074. Et en 2074, on sera des anciens combattants. Donc s'il y a un combat à mener, je vous assure que c'est maintenant. S'il y a une souveraineté à arracher, je vous promets que c'est maintenant. S'il y a une révolution à faire, je vous assure que c'est maintenant. S'il y a une refondation à faire, je vous promets que c'est maintenant. Parce que à 70-80 ans, on aura du temps à revendre. On n'aura plus grand chose à faire de janvier à décembre. À 70-80 ans, on réunira les petits-enfants pour leur raconter l'épopée du capitaine et la conquête des soldats. Il faut qu'il y ait de l'histoire et il faut qu'il y ait de l'action. Repos! Chris Yapi ne ment pas. Retrouvez Chris Yapi sur ses deux chaînes YouTube, sa chaîne Dailymotion, Instagram et VK.